je vais vous présenter rapidement donc Claire Calmejane, qu'on est ravis d'accueillir aujourd'hui. Arrêtez-moi si je me trompe. Mais vous avez passé une grande partie de votre carrière à Londres, où vous avez accompagné des entreprises et des institutions financières dans leur transformation à la fois technologique et numérique. Vous avez travaillé pour une grande banque, donc la Lloyds pour ne pas la donner. Vous avez traité donc des thématiques d'innovation, de gestion des risques. Vous connaissez très bien l'écosystème des fintech anglaises qui nous intéresse aujourd'hui. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est que vous avez décidé de revenir en France il y a quelques mois, puisque vous travaillez aujourd'hui pour la Société Générale. Tout à fait. Bon, formidable. Alors évidemment, on va commencer par là. Quelles sont, d'après vous, les spécificités de cet écosystème fintech anglais, britannique, londonien, et notamment ses différences par rapport à ce qu'on peut trouver en France ? Alors, les écosystèmes, comme on les décrit dans les écosystèmes technologiques et fintech, ils sont en général caractérisés par 4 facteurs. Je vais commencer par le dernier, mais en général, c'est le talent qui est probablement le plus important. Le deuxième, c'est le régulateur. Le troisième, c'est l'investissement VC. Et puis le quatrième, ceux qui consomment ces contrats des fintech qui vont donc faire des partenariats commerciaux avec eux. Ce qu'on voit sur l'écosystème UK, c'est qu'en fait la maturité sur ces 4 piliers, ça avait été reconnu par un rapport de Ernst & Young il y a à peu près 2 ans, est très avancé. Donc c'est-à-dire qu'il y a un régulateur qui a vraiment fait un effort à la FCA en ayant une équipe qui s'appelle Project Innovate, qui a mis en place une sandbox qui reçoit les startups et qui leur permet de travailler sur des sujets de pointe, que ce soit les nouvelles digital currency, que ce soit des nouveaux business models, que ce soit des algorithmes dans les salles de marché. Donc ils ont tout un système et une équipe qui est dédiée à ça et qui va développer des Team Week. On a un talent qui, évidemment, l'avantage de Londres est très international, encore pour quelques mois, enfin qui sait, ces jours-ci. Mais il va y avoir un talent très international qui va venir de partout. Il y a des très fortes levées de fonds qui sont faites sur des séries A, sur des séries B, donc le capital est très attractif, même si, on va en parler, on voit qu'en France aujourd'hui, le niveau, notamment sur tout ce qui est seed, a augmenté de 47%. Je vois BPI France qui est dans la salle, qui a publié une très bonne étude sur ce sujet. Donc on voit vraiment que la France également se démarque par rapport à cet écosystème. Et puis en termes de partenariats commerciaux, on a des banques qui ont été très proactives sur ces sujets depuis quelques années en ayant des départements d'innovation très forts. J'en ai piloté un pendant 5 ans. Et donc elles ont appris à faire des partenariats commerciaux. Et même il y a quelques semaines, au niveau des UK, ils ont publié une réglementation qui permet de faciliter justement cet engagement entre les startups et les corporates en ayant tout un ensemble de guidelines. Donc c'est pour ça que c'est un écosystème qui est un des plus matures au monde sur les sujets de la fintech. Après, on voit bien Singapour qui a rapidement voulu se démarquer. Et donc le MAS, qui est le régulateur de Singapour, qui a fait énormément d'efforts justement pour être très attractif et qui a un énorme festival qui a lieu chaque année, qui a publié les 100 challenges pour eux de la banque de demain et qui justement demande aux fintech de venir participer et contribuer. Et puis, on voit bien que l'IMF a commencé à se positionner, même si l'IMF est global, mais avec un tropisme un peu plus américain. Il y a déjà beaucoup d'investissements effectivement dans la Silicon Valley, dans New York. C'est des sujets qui les intéressent. Et puis l'IMF, on pouvait voir justement Christine Lagarde, qui était à ce fameux Singapour Festival, qui a publié toute une réglementation sur ce qu'on appelle les nouvelles digital currency, et donc l'impact potentiellement pour le business model des banques, si justement on était capable de formater ces cryptocurrencies et donc changer la mécanique aujourd'hui du business model bancaire où on fait du lending pour avoir d'autres business models qui sont peut-être un peu plus premium, un peu plus ce qu'on appelle plateforme, etc. Encore une fois, la BCE s'est positionnée sur ce sujet en disant qu'en Europe, elle n'était pas ouverte à ces conversations. Donc, nous restons bien sur des sujets exploratoires et il n'y a pas d'impact à ce jour qui est prévu dans des temps courts. Donc c'est un peu ça qui définit ces écosystèmes. Pour moi, juste le point de fin, je pense qu'on passe à la prochaine question, c'est qu'en Europe, c'est pas une compétition. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les hubs et là où on voit les forces de frappe arriver, c'est en Asie.
où il y a beaucoup d'investissements. Donc la FinTech, hein, on le sait pas trop, mais la FinTech la plus forte dans le monde aujourd'hui, elle est en Asie, elle est en Chine, notamment avec Ping Han, qui a en fait créé toute une usine de lancement de nouveaux business models tels que Lufax. Ils ont lancé d'autres business models adjacents tels que Good Doctor, etc. Mais c'est vraiment eux qui ont les plus grosses IPO qui vont se faire dans les prochaines années et la plus grosse FinTech au monde aujourd'hui. L'Europe est bien positionnée. Je pense que les États-Unis sur ces sujets sont un peu en catch-up, mais du coup, voilà, le principe des hubs européens, c'est quand même un peu plus de se connecter, de travailler ensemble, plutôt que d'essayer de se faire de la compétition talent pour talent. Alors, on va revenir maintenant sur le monde bancaire et parler de l'open banking. On en a parlé un petit peu ce matin, mais d'après vous, et surtout de l'expérience que vous en avez, comment est-ce que vont être amenés à travailler ensemble les acteurs traditionnels et puis ces fintech, notamment aussi en France? Est-ce que ça va se développer d'une manière particulière ou d'après vous, c'est un système un peu plus global qui se dessine? Alors, le sujet de l'open banking, surtout venant des UK, est un sujet fascinant, puisque au UK, ils ont fait une entité réglementaire qui aujourd'hui pilote la possibilité pour n'importe quelle, pour celles qui sont les plus pertinentes, mais troisième partie, de pouvoir être agréées et d'accéder à un ensemble de données bancaires et de produits bancaires, au-delà de PSD2. Donc l'avantage du système des UK, c'est qu'on ne va pas tomber sur des complexités telles que par exemple en France où on n'est pas régulé, on va avoir avec GDPR ou comment je fais pour exploiter ta donnée commerciale. On a un système réglementaire qui a été mis en place et qui permet donc d'être agréé et d'être un établissement où on a une logique assez simple où on demande le consentement à son client pour dire est-ce que vous êtes d'accord pour partager cette troisième partie. On voit que l'approche réglementaire, elle commence à être plus intéressante pour certains pays tels que Mexico par exemple qui se posent la question, et puis en France il y a également des groupes de réflexion qui se posent sur ce sujet. Donc il y a l'aspect réglementaire pur. Moi je pense que la réglementation c'est quelque chose en soi, mais le sujet de fond c'est quelles sont les applications de ce qu'on appelle l'API économie, donc l'économie à travers les marketplaces, à travers qui est poussée par des acteurs qui ne sont pas des acteurs bancaires en fait, qui sont des acteurs tels que les GAFA, mais tels que Airbnb, tels que Uber, qui sont ces modèles plateformes dans lesquels ils ne valorisent pas un modèle où on distribue un produit et qu'on le vend, mais qu'ils valorisent un réseau et une communauté de personnes qui sont autour de la plateforme dans lequel ils vont vendre un service. Et donc du coup le service va se faire avec une souscription qui est premium ou qui est gratuite. Donc par exemple, je ne sais pas si vous avez récemment vu Uber qui vient d'annoncer que moyennant un paiement mensuel à travers un membership, on n'aura pas à avoir la surge, donc l'augmentation de ces fameux 1.1, 1.7, parfois 3.4 peut-être à Paris. Je ne prends pas Uber, donc je ne saurais pas trop. Mais voilà, on n'a pas le modèle de surge. Donc on voit bien comment ils valorisent plutôt un réseau de distribution et une communauté d'utilisateurs pour distribuer différents services, qu'ils soient produits par Uber ou peut-être demain qu'ils soient produits par d'autres acteurs. Donc c'est bien le modèle Airbnb et les modèles qu'on peut voir dans les GAFA. Comment ça s'applique au modèle bancaire? Et donc qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de bank as a platform et qui est une des potentielles applications d'open banking? C'est justement comment l'écosystème et la plateforme, le réseau de distribution devient valorisé. Alors attention, le réseau de distribution, il n'est pas forcément uniquement digital. Il faut bien comprendre que là, on est bien en train de parler d'un facteur différenciant qui va avoir une présence digitale et potentiellement une présence physique avec différents formats. Puisqu'on voit bien que les clients français, notamment, eh bien, ils aiment toujours avoir un point de contact, que ça soit à travers une personne au téléphone, un remote advisor avec toutes les technologies WebEx ou de vidéo à distance, ou effectivement parfois se rendre dans un point de distribution. L'autre modèle d'open banking, c'est ce qu'on appelle banque as a service. Donc, c'est la capacité des banques de se mettre sous tension à distribuer des produits de distribution, pas seulement sur leur propre plateforme digitale,
mais sur également d'autres plateformes digitales, qu'elles soient bancaires ou non bancaires. Donc on voit très bien que Google, un des exemples peut être forcément, c'est que nous on a une marque qui s'appelle Franc Finance qui distribue des offres de crédit. Bien, ces offres ne sont pas distribuées uniquement à travers les canaux Société Générale. On a même des partenariats avec des fintechs et on leur fournit ce type de service. Mais alors justement, vous avez fait le choix de revenir en France et puis le choix d'un acteur bancaire traditionnel, la Société Générale. Pourquoi? Et puis, quelles sont vos premières observations? Je sais que ça fait pas très longtemps que vous êtes rentré, mais est-ce qu'il y a déjà des choses qui ressortent à vos yeux? Alors pourquoi je pense qu'il y avait pour moi une vraie vision dans Société Générale justement sur ce modèle d'architecture ouverte que je trouve très intéressant. J'ai travaillé pendant 7 ans, 6 ans et demi dans la plus grosse banque anglaise, le Crédit Agricole anglais, Lloyds Banking Group, qui est la plus grosse banque de détail, la plus grosse banque commerciale. La transformation de Lloyds va finir en 2020. Donc c'était très intéressant d'avoir pu faire ces 7 années où j'ai pu voir les différentes étapes de cette transformation et comment elle s'est faite. Pour moi, Société Générale, c'était un challenge de plus puisque on est présent sur 61 pays avec une diversité de métiers qui est beaucoup plus large que celle que j'ai connue. Et quelque part, quand on fait le métier de la transformation, on a toujours envie de s'attaquer au plus gros. Et là, on est dans le super gros. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de banques qui ont la diversité, le périmètre géographique et l'intérêt, la richesse de Société Générale. Donc, il y avait un vrai aspect de challenge. Et c'est bien pour ça aussi que Société Générale a fait le choix de cette transformation à travers la plateforme ouverte. C'est-à-dire que certaines banques choisissent ce qu'on appelle le utility model. Donc, elles vont aller sur des cost-income à 40% où elles vont être effectivement sur un marché domestique. On parle souvent de DBS et de Capital One qui ont fini leur transformation. Il ne faut pas oublier que ces banques-là, elles font 20 000 personnes et qu'elles sont en général dans un marché domestique. Évidemment que leur force et la rapidité de transformation n'auront rien à voir avec des banques qui ont parfois 30 ou 35 différents types de business qui sont opérés et puis des présences internationales avec des éléments différents. Donc ça ne veut pas dire qu'elles ne se transforment pas, ça veut juste dire que les vitesses et la fin de ce qu'on appelle la transformation digitale se fait différemment. Il y a un autre axe pour moi qui était très personnel, qui était effectivement la dynamique qu'il y a en France aujourd'hui sur le secteur technologique, puisqu'on voit bien, il y avait une étude récente, il y en a une qui a été publiée sur Slush la semaine dernière, par Atomico, je crois, qui est très intéressante au niveau des publications des levées de fonds. Mais il y en avait une qui a été publiée quelques semaines précédentes. Ce qui est intéressant en France, c'est qu'on a à peu près 7 licornes. Donc il faut voir qu'au UK, ils en ont à peu près 31 ou 32, je crois. Mais par contre, dans notre pipeline, on en a 27 ou 28. Et ce qui est en fait plus élevé que l'Allemagne et plus élevé que les UK. Donc encore une fois, on n'est pas dans une logique de compétition, mais il faut vraiment se demander, ok, en France, on en a 6 ou 7 aujourd'hui, donc pas tellement par rapport aux pays européens, il faut quand même être un peu clair. Mais par contre, on a cet énorme potentiel d'accélération. Et pour moi, le rôle de responsable de l'innovation, surtout dans une compagnie qui a son siège social en France, eh bien, c'est évidemment d'aider l'écosystème, de l'accompagner et d'essayer de comprendre comment, d'un point de vue, très sincèrement, on est une banque, donc on a envie et on est capable à la Société Générale de leur offrir l'ensemble de leur offre de service de leur premier compte à leur IPO. Donc c'est un vrai message et un vrai accompagnement de nos équipes pour savoir faire ça. Mais également comment on utilise nos ressources, nos experts pour les déployer. Pas plus tard que hier, j'étais avec Techstar par exemple pour regarder. Et évidemment, eux sont très intéressés pour accompagner les startups, pas seulement pour lever de l'argent VC, mais également les accompagner en comprenant comment on structure, comment on lève de la dette, comment on regarde sur du long terme son capital, surtout quand on a des business models qui sont profitables dès le premier jour. Et on sait que la France est très forte, par exemple, sur des domaines tels que la cybersécurité ou l'IA, qui justement sont des modèles qui vont avoir de la rentabilité dès le premier jour. Alors justement, pour conclure, d'après vous, quels vont être un peu les dossiers chauds en 2019 en matière d'innovation, de fintech ?
les dossiers chauds de 2019 sur l'innovation et la FinTech. Moi, je pense que vraiment, en France, le challenge principal, c'est que on a vu au UK, moi, j'ai vu la démographie des entrepreneurs vraiment arriver sur la génération 3, génération 4 des FinTech. C'est aujourd'hui mon message pour l'écosystème français, c'est comment on fait pour justement que nos entrepreneurs qui sont plutôt génération 1, génération 2, arrivent à faire les bons exits, arrivent à faire les bonnes levées de fonds pour qu'ils puissent bouger pour leur prochaine aventure, de façon à ce qu'on ait un écosystème qui puisse fleurir et qui puisse être plus riche. Il faut bien comprendre qu'on soit une banque, que l'on soit une fintech, l'intérêt reste commun au niveau du talent, qui est donc le différenciateur numéro 1 sur la création d'écosystèmes qui est prolifique. Plus on a de propositions, meilleur c'est pour les clients. Plus on a de startups qui sont successful, plus on en va avoir de talent, d'intérêt, etc. Je pense qu'aujourd'hui, la France reste un domaine compétitif sur d'autres secteurs que le secteur financier. Et donc, il faut qu'on arrive à créer ces différentes générations, etc. Donc, le sujet numéro 1, c'est comment on passe de la start-up à la scale-up et comment on arrive à nourrir ce talent. Je pense que le deuxième sujet qui est assez intéressant, c'est dans l'atterrissage de la loi Pacte, et il y a évidemment des sujets assez spécifiques sur les ICO, et je pense que moi j'attends de voir comment le gouvernement va se positionner par rapport à ces sujets de cryptocurrency, etc., sachant encore une fois que la BCE a une approche aujourd'hui assez conservative sur ces sujets par rapport à d'autres entités internationales, comme je faisais référence au discours de Christine Lagarde qu'elle a fait au Singapour Festival. Et du coup, moi, je suis assez intéressée pour voir comment ça peut capter de nouveaux capitaux, comment notre environnement régulatoire en France s'adapte, puisque mon constat aujourd'hui, c'est que l'ambition est bien là, mais par rapport à un environnement UK, il y a encore le switch à opérer pour être sûr que justement on arrive à créer cette bonne dynamique et à supporter les entrepreneurs, mais également, je le dirais, à travers mes quelques semaines à la Société Générale, vous le savez, on a annoncé notre ambition d'acquérir Trésor qui nous permettent de compléter, notre offre, d'offrir des services bancaires aux fintech, mais également de leur offrir des services technologiques et donc d'être présents pour vraiment pouvoir accompagner au mieux ces développements. Et je pense qu'il y a vraiment cette question sur comment est-ce qu'on facilite ces dynamiques d'acquisition, puisque moi, ce que j'ai pu constater, c'est que parfois, ça prend un petit peu de temps et qu'au final, on a ces conversations où c'est peut-être moins gênant pour une Société Générale, mais c'est peut-être un peu plus gênant pour la fintech qui est au bout et qui, elle, est dans ce process d'acquisition et qui essaye d'avancer, puisque la seule raison, on le sait bien, pour laquelle une start-up fait l'acquisition, c'est parce qu'elle va pouvoir profiter du grand groupe pour développer ses produits, développer ses offres, aller un cran plus loin. Voilà. Et quand on est dans cette période de cessation, et bien forcément, c'est très inconfortable pour la fintech, et donc il faut qu'on arrive à bien accompagner. Je pense que toute l'ambition est là, les bonnes personnes sont autour de la table. Ça sera probablement un des challenges de 2019 de bien le faire atterrir. D'accord, on suivra ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention.